Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour Pre-Launch, votre podcast hebdomadaire ultra giga libéral, et je suis avec Fergan aujourd'hui. Fergan, bonjour. Salut Emmanuel. Pour vous parler du fameux mouvement Nuit debout, dont on avait étonnamment pas abordé jusqu'ici. Donc on voulait un peu rattraper ça aujourd'hui, notamment parce que il y a plusieurs de Students for Liberty Paris qui sont allés un peu les voir et discuter avec eux, dont Fergan. Donc on voulait un peu prendre le temps de résumer un peu qui est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. Et surtout avoir un peu le ressenti de quelqu'un qui allait les voir et qui allait parler avec eux. Donc Fergan, est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'ont pas trop allumé leur télévision ces dernières semaines, qu'est-ce qu'est le mouvement Nuit debout et qui sont ces jeunes? Oui, alors le mouvement Nuit debout, c'est un mouvement qui s'est constitué à la suite de la diffusion d'un film qui s'appelle Merci Patron. Merci Patron, qui a été réalisé par un tri qui est récemment passé à On n'est pas couché, donc l'émission de Laurent Ruquier. Attends, le mec comment il s'appelle, Fabrice quelque chose, je sais plus comment il s'appelle. Attendez, je réfléchis, j'ai son nom, j'ai juste sur le bout de la langue. François Ruffin. François Ruffin, pardon. Je n'ai aucun mérite, je viens de googler ça. Ouais, j'ai entendu ton clavier, ouais. Dans l'arrière-plan. Donc voilà, et qui ensuite s'est renforcé ses actions à travers toute la France à l'issue pendant le combat en fait contre la loi El Khomri. Donc c'est un mouvement assez hétéroclite, mais qui globalement est loin d'être spontané. Ça par contre, ça c'est clair, contrairement à ce que à ce qu'ont voulu faire croire les organisateurs ou les têtes de ce mouvement. C'est pas un mouvement spontané, c'est très bien organisé par en fait une coalition d'organisations, d'associations qui en fait font partie de l'écosystème anticapitaliste français, en gros. Voilà, donc c'est très explicite lorsqu'on va à la place de la République et qu'il nous donne le tract avec le programme, ça et tout. Il y a clairement un message anticapitaliste. C'est pas quelque chose qui est transpartisan ou quoi. C'est vraiment c'est l'écosystème qui gravite autour de l'idéologie anticapitaliste. Donc, est-ce qu'on peut donner quelques noms? Est-ce que c'est, j'imagine, Attaque, tous ces gens-là? Alors, j'ai pas vu Attaque spécifiquement, mais ça m'étonnerait pas qu'ils soient derrière l'organisation. Il y a un collectif qui s'appelle le collectif des convergences des luttes. Faudrait voir combien d'associations il fédère. Enfin, on a vu des gens de la fédération anarchiste, les gens qui sont derrière le magazine parisien Paris Lutte, donc tout l'écosystème anarcho-communiste, anticapitaliste, libertaire un peu, des militants du Front de gauche, du Parti communiste. Il y a quelques individus de la CGT qui sont venus visiter un petit peu, voir, même si eux formellement ne font pas partie, je crois, des cadres du mouvement. Voilà, en gros, Nuit debout, c'est ça. Alors c'est assez intéressant, c'est assez bien organisé quand on va à Place de la République. Alors moi je suis en région parisienne, donc je sais pas si c'est la même chose partout, dans les grandes villes de France. Mais pour ce qui est de la région parisienne, c'est la Place de la République qui fait office de place qui héberge en gros Nuit debout. Et c'est assez organisé, c'est-à-dire qu'on va sur la Place de la République, il y a des commissions en journée. Des commissions féminisme, des commissions vocabulaire. Vocabulaire, c'est-à-dire qu'on va réfléchir sur le sens des mots, la démocratie, qu'est-ce que c'est, la souveraineté populaire, la citoyenneté, tu vois, des trucs très bien. Alors oui, peut-être pour clarifier, là, spontanément la question que je me pose, c'est quand tu parles de commission vocabulaire, il s'agit d'aider à définir les mots, ou il s'agit de réinventer les mots pour leur donner une définition qui n'a absolument rien à voir avec le mot d'origine, ou c'est encore option 3 pour créer des nouveaux mots? Il y a un peu ces trois tendances. Quand on va un peu dans les groupuscules de gauche, on retrouve les gens qui vont créer complètement des nouveaux termes parce qu'ils ont envie de se tirer la nouille sur des concepts dont personne d'autre n'a vraiment n'est pas vraiment intéressé, ou est-ce que qu'est-ce que c'est? Moi, ça m'intrigue. Un peu de tout. En fait, on l'a rencontré par hasard. À un moment, il parlait de démocratie, en fait.
Donc moi je suis arrivé, j'ai fait ah bon, démocratie c'est cool, et j'ai commencé à prendre la parole en disant mais quelles sont les limites de la démocratie. Ils me disent ah c'est pas la bonne commission, c'est la commission vocabulaire ici. Bon très bien. Et en fait en gros ils font un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent sur le sens des mots pour approfondir, mais aussi pour l'orienter bien sûr dans le sens de leur idéologie. Donc démocratie, souveraineté populaire, décision collective, enfin vraiment essayer d'avoir comment dire, d'élaborer une grille de lecture, j'ai envie de dire un peu collectiviste dans la perception des termes qui aujourd'hui façonnent l'environnement institutionnel et politique français, quoi. Voilà, démocratie, contrat social, constitution, des commissions économie bien sûr, commission logement, commission constituante où on va essayer de pondre un texte qui fera office de la Constitution, qui fera office de Constitution pour la 6ème République. Hein. Mais aussi des stands, il y a des stands avec des collectifs qui vont militer pour des politiques étatistes, que ce soit sur le logement, le travail, et puis voilà, ça c'est marrant. Et puis il y a une assemblée générale qui dans la soirée en fait se constitue. Elle rassemble plusieurs centaines de personnes et chacun est libre de prendre la parole. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les organisateurs, s'inscrire. On est sur une liste d'attente qui est plus ou moins longue en fonction de l'affluence et du nombre de gens qui t'ont précédé. Donc voilà. Et ensuite, tu peux parler, prendre la parole, dire n'importe quoi. Et il y a des codes en fait pour exprimer son mécontentement, son désaccord, son accord. Il faut faire des gestes avec les bras pour éviter de faire du bruit, tout en étant dans la capacité d'exprimer de son ressenti vis-à-vis du discours de l'orateur qui parle, quoi. C'est assez marrant, mine de rien. Et non, c'est vrai que c'est assez intéressant. Ça m'a l'air quand même, parce que j'ai plus suivi des mouvements de ce genre quand c'était aux États-Unis, avec notamment, on pense immédiatement à Occupy Wall Street, qui avait un peu cette espèce d'ambiance derrière, cette espèce d'idée, on va créer un peu des espèces d'assemblées, on va réfléchir sur le sens de la démocratie, tout ça. Sauf que derrière, effectivement, c'était, il y avait quand même des choses qui étaient assez différentes. Moi, je pense notamment tu parlais il y a un stand de type convergence des luttes, un peu tout ça. Il y avait aussi une conception, aux États-Unis, ils ont une conception assez différente de la gauche radicale entre guillemets, où là-bas, ça va peut-être moins, ça va pas forcément dériver vers du communisme comme nous, nous quand on parle de la gauche radicale en France, clairement on parle de communistes. Ce qui est pas le cas aux États-Unis. Par contre, aux États-Unis, ça va beaucoup plus mener sur des questions et des débats politiques identitaires. Parler de la place de la race, des différentes ethnies, qu'est-ce que le racisme, quel est le rôle du racisme dans la société, du sexisme, un peu tout ça. Il y avait aussi un peu cette atmosphère, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était présent, est-ce que c'était mis en avant, ou plutôt relayé à un second plan? Alors, mise en avant, je ne pense pas, mais effectivement, il y avait quelques commissions qui s'intéressaient à la lutte des minorités ethniques. Il y avait, comme je l'ai dit, une commission le féminisme, qui a d'ailleurs fait polémique parce qu'elle organisait parfois des réunions non mixtes. Donc ça a fait un petit peu polémique sur place. Donc il y avait des réunions non mixtes, des réunions mixtes de féministes et aussi donc des commissions qui donc investissaient la question des minorités, mais ça restait assez marginal. Je veux dire, c'était pas les préoccupations principales c'était pas les sujets principaux évoqués, c'était surtout l'économie, le travail, ce genre de choses qui occupaient véritablement les discussions lors des commissions et même lors des assemblées générales de Nuit debout, en tout cas, place de la République à Paris. D'accord. Bon, c'est quand même rassurant en un sens, parce que c'est vrai qu'il y a pas cette aux États-Unis, ça va donner quand même des choses assez surprenantes. Quand on justement Occupy Wall Street, où la fameuse liste des personnes qui pouvaient s'exprimer publiquement, en fait, elle était, il y avait un peu une espèce de priorité. Il y avait différentes priorités en fonction
Donc les personnes qui étaient de différentes ethnies, si elles faisaient partie de minorités ethniques, elles avaient le droit de passer avant les autres, ou si elles étaient donc pas quelqu'un qui par exemple était, je sais pas moi, une femme noire, avait beaucoup plus de chances de remonter tout de suite dans la liste des personnes à parler par rapport à un homme blanc. Il y avait un peu une espèce de vraiment de focalisation extrêmement forte sur les politiques identitaires. Donc bon, c'est quand même intéressant de voir comment il y a pas non plus ces espèces d'éléments bizarroïdes qu'on peut voir aux États-Unis. Oui, non, là il n'y avait pas de discrimination positive, c'est-à-dire que tu mets ton nom et ensuite on t'appelle dans l'ordre, quoi. Il n'y avait pas on n'hystérisait pas, enfin les débats n'étaient pas hystérisés sur ces sujets-là en tout cas. D'accord. Tout n'est pas perdu. Bonne nouvelle en tout cas. Et donc, oui, alors tu as mentionné quelques noms, mais bon, concrètement, idéologiquement, effectivement, c'est marqué, c'est très marqué, très à gauche, très radical, vraiment sur des idées qui sont très radicales. Il y a moi j'ai vu de l'extérieur en tout cas, parce que c'est vrai que moi je vis pas en France, j'ai pu voir passer des photos par exemple de tracts qui étaient distribués, où on recyclait un peu des vieilles. Je suis pas vraiment surpris par le discours, pour être honnête, parce que moi je suis assez vieux, les jeunes, pour me souvenir du mouvement des indignés au début des années 2010, et c'était ça. Déjà, moi quand j'entends un peu parler de Nuit debout, je me dis tiens, c'est marrant, c'est un peu une nouvelle version des indignés, mais qui cette fois-ci a l'air d'être un peu plus organisée. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas qui a l'air d'être un peu mieux construit, parce que le mouvement des indignés était clairement spontané, et d'ailleurs n'a pas pris politiquement en France comme ça a pu être le cas en Espagne. Donc est-ce que, je sais pas, en termes derrière, idéologiquement, est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Est-ce qu'il y a des noms connus? Parce que je sais qu'on a parlé par exemple de Frédéric Lordon, qui a participé à plusieurs de ces ralliements. Donc est-ce que idéologiquement, est-ce que c'est judicieux de les rapprocher aux indignés, ou est-ce qu'il y a quand même une différence, il y a des différences notables? Effectivement, ils essaient de s'inscrire dans la même démarche qu'indignés. Je pense que, enfin, ils ne l'admettent pas tout de suite, mais je pense qu'il y a une volonté de créer un vaste mouvement politique à l'issue de ces réunions-là. Quelque chose qui pourrait fédérer toutes les forces de la gauche radicale. Alors je sais pas si c'est réaliste, parce que mine de rien c'est un mouvement qui certes prétend se réunir sous une même bannière, mais il est très hétéroclite. Frédéric Lordon est un marxiste libertaire qui veut a priori faire sauter toutes les institutions. Bon, pourquoi pas. Et t'as des gens comme Yanis Varoufakis qui sont venus, qui, bon, eux a priori sont un peu plus establishment quand même. C'est clair que Varoufakis, pour avoir lu un peu ce qu'il écrit, oui, c'est quelqu'un qui a des idées radicales, mais pas radicales dans le sens je veux brûler le système et le faire renaître de ses cendres. C'est pas du tout son. Oui, c'est un réformiste, oui. Donc je suis sceptique quant à la possibilité de voir un vaste mouvement bien institutionnalisé pour fédérer toutes les forces en présence. Enfin, à mon avis, il tiendrait pas très longtemps si jamais. Et puis il faudrait établir un programme clair. Oui, et ça, voilà, bonne chance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus. Déjà qu'il n'y a pas de consensus sur la méthode. Il y avait clairement des gens qui étaient un petit peu révolutionnaires sur les bords, d'autres qui pensaient encore qu'il fallait passer par le système démocratique, électoral, etc. Donc, ensuite, le programme commun, oui, voilà, c'est une autre paire de manches, même si il arrive à se mettre d'accord sur peut-être quelques principes, comme la volonté de réduire le temps de travail, la volonté d'augmenter la fiscalité sur les revenus, sur la classe moyenne, la volonté d'augmenter le SMIC, la volonté de durcir davantage le code du travail au niveau des licenciements, enfin ce genre de choses, quoi, les programmes classiques de la gauche radicale. Mais après, il n'y a pas de consensus sur la méthode, quoi. Et ça reste un espace de discussion assez vivant, assez intéressant. Mais cela, enfin, je ne pense pas que ça va déboucher sur quelque chose de très organisé, en tout cas sur le plan politique. Ça, c'est mon impression. Je me permets de rebondir sur une chose que tu as cité un peu 2-3 idées, bon, remonter le SMIC, un peu tout ça. Et si je me souviens bien, quand vous êtes allé avec d'autres gars à Students for Liberty, quand vous êtes allé les voir,
il y avait quelque chose que j'avais trouvé très drôle. Alors je sais plus si c'était à Paris ou ailleurs, mais il y avait des gars qui avaient préparé des pancartes dans lesquelles je pense que si je me comprends, enfin si je me méprends pas sur l'intention, l'idée c'était de reprendre le SMIC ou la retraite, tout ça, et le pousser à l'extrême. Oui. Pour essayer d'un peu de les provoquer et déclencher une espèce de réflexion. On va dire, mettons le SMIC, alors je sais plus si c'était des choses... À 10 000 euros. Le SMIC à 10 000 euros, mettons la retraite à 25 ans ou je ne sais quoi. Et c'était à Paris ou c'était à Aix-en-Provence. C'était à Aix-en-Provence. D'accord. D'accord. Est-ce que tu as eu des retours là-dessus? Alors j'ai pas eu de... Alors j'ai vu apparemment que ça c'était viral. Enfin ils ont sur les réseaux sociaux ça a bien circulé. Certains les ont pris au sérieux, c'est-dire que t'as beaucoup de... Oui, j'ai vu ça sur Twitter. Même le PLD, le Parti libéral démocrate, a dit oh regardez ces hippies qui n'ont rien compris à la vie. Bref, c'était marrant. Oui. Donc faudrait qu'on essaie de en avoir un en ligne parce que c'est... Je serais personnellement très curieux de savoir justement parce que moi c'est jusqu'ici, à chaque fois qu'on parle du salaire minimum ou qu'on parle de la retraite ou tout ça, d'abaisser le temps de travail ou tout, c'est un peu la méthode maintenant que j'utilise systématiquement. C'est-à-dire, je le pousse à l'extrême. Je dis, mais si tu m'expliques qu'on peut monter le SMIC, ça n'a pas de conséquences sur l'économie. Mais pourquoi s'arrêter en chemin? Pourquoi s'arrêter à 1500 euros? Moi, je gagne beaucoup plus que 1500 euros personnellement. Et je veux dire, si on peut amener tout le monde à mon niveau de salaire sans qu'il y ait de conséquences économiques, j'aimerais bien que ce soit le cas. J'ai envie que tout le monde profite du même niveau de richesse que le mien, parce que je veux pas me plaindre. Hein, je vis quand même dans des conditions de vie qui sont sympatoches. Pourquoi est-ce qu'on peut pas mettre tout le monde à 2, 3, 4, 5, 6 000 euros? Ben, il y a une raison économique derrière. Et j'adore un peu cette espèce de pousser les choses dans leurs extrêmes pour mettre en lumière vraiment les limites de cette pensée. Donc, je serais très curieux je pense qu'on fera peut-être un épisode un jour où on invitera des jeunes qui ont fait ça parce que je trouve que c'est toujours une expérience très intéressante. Oui, ce serait une bonne idée de les inviter. Il y a Amer Bedouda, Marc Lassor et d'autres SFL qui sont à Aix. Il faudrait leur demander si effectivement ils ont eu des réactions de la part de ceux qu'ils voulaient railler. J'ai pas eu de retour de ce côté-là, mais effectivement ce serait intéressant de savoir. Ouais, s'il y en a de ce groupe qui nous entendent, vous nous laissez un petit commentaire, vous nous laissez lancer un petit message et puis on essaiera de s'organiser quelque chose. Mais en tout cas, je sais que toi, Fergan, t'as réussi à participer. T'avais parlé de 2-3 choses. Il me semble que t'avais parlé de la sécurité sociale et des monnaies. C'est ça. Et voilà. Et je trouvais ça. Et justement, tu t'essayais un peu d'introduire d'une façon que je trouvais très intéressante un peu des concepts, des idées qui historiquement on a aussi retrouvé dans la gauche radicale à certains moments. Oui, tout à fait. En fait, on est parti à Nuit debout à Paris. Enfin, à Paris, SFL Paris, on a investi Nuit debout peut-être 3-4 fois. Et on a pris la parole quelques fois, notamment moi et Christophe Selzer, qui est donc coordinateur national d'SFL France. Donc, on a parlé de la protection sociale lors d'une commission. Et l'idée, c'était d'essayer de développer un état d'esprit libéral en utilisant des éléments de langage un peu marxisants, tout en revenant sur certaines idées qui ont été jadis promues par la gauche radicale, comme le mutualisme ouvrier notamment, la possibilité, c'est-à-dire de constituer des mécanismes de protection sociale qui serait privée, qui serait contractuellement fondée. Et c'est vrai que l'esprit du mutualisme, c'était d'essayer de garder cette indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. C'était le mutualisme libertaire qui était quasiment anarchisant, c'est-à-dire qu'on va essayer de constituer des liens solidaires tout en nous méfiant du pouvoir, du pouvoir politique. Alors qu'aujourd'hui, ce mutualisme a un petit peu disparu en France, parce qu'aujourd'hui, il y a un consensus pour dire que la protection sociale devrait relever donc de l'État, des instances centrales. Et paradoxalement, donc le discours que j'ai tenu, qui appelait en fait, alors c'était un petit peu de l'enfumage parce que j'ai évité d'utiliser des mots clés comme privatisation, libéralisation, enfin des mots qui te fait passer pour un nazi en France. Mais malgré cela, en développant l'idée d'une protection sociale privée, même si j'ai utilisé des termes totalement différents, j'ai réussi à me faire applaudir, ce qui est intéressant parce que ça veut dire que finalement, la gauche radicale
C'est-à-dire, il y a des constats, je crois, il y a un moyen en fait de se faire entendre et de diffuser, d'infuser comme ça petit à petit les idées libérales, même si celles-ci, enfin même si elles ne s'affichent pas comme telles, quoi. Donc c'est assez intéressant en fait de voir que l'on peut débattre de ces questions-là du moment qu'on utilise ces termes soigneusement pour éviter toutes les réactions irrationnelles lorsque on entend des mots qui aujourd'hui font peur dans le paysage politique français. Donc il y avait ça et la protection sociale, et puis il y avait le cas des monnaies. Donc on a essayé de prendre la parole en assemblée générale devant quelques centaines de personnes pour parler des crypto-monnaies, du bitcoin. Là encore, en partant d'un constat finalement que nous, libéraux et gauche radicale, pouvons faire, un système financier qui ne tourne pas rond, qui a pas mal de problèmes, d'injustice, avec effectivement des corporations qui arrivent à privatiser leurs profits tout en socialisant les pertes. La différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes solutions, c'est-à-dire que la gauche radicale, elle se plaint de la socialisation des pertes et de la privatisation des profits, mais sa réponse à ce système inique, c'est de renforcer davantage le pouvoir des gouvernements, alors même que ce système injuste dérive déjà d'une ingérence gouvernementale excessive, notamment dans les marchés financiers. Et là encore, pour éviter d'employer des termes comme libéralisation, privatisation, il fallait trouver des éléments de langage qui renvoient tout de même à cette idée, tout en étant acceptable par les militants de la gauche radicale. Et donc nous, on a préféré employer le terme de décentralisation, notamment, pour parler du Bitcoin, qui est une monnaie effectivement décentralisée, qui est de pair à pair. Et ce qui est marrant, c'est en fait, il y a des communistes revendiqués, affichés, assumés, qui vont promouvoir le Bitcoin. On a rencontré des gens qui sont très fans du Bitcoin et qui veulent promouvoir le Bitcoin au nom de l'anticapitalisme, alors qu'il n'y a pas plus capitaliste que le Bitcoin, puisqu'il s'agit d'une monnaie privée. Donc c'est assez incroyable en fait de voir que quelque part la défiance du capitalisme de la gauche radicale est parfois donc basée sur des impressions erronées, parce qu'ils en viennent à soutenir accidentellement le capitalisme lorsqu'ils pensent que son en est... Bon, voilà, c'est assez marrant. Oui, c'est une... Je dirais peut-être pas jusqu'à dire qu'ils vont défendre des idées libérales. Je serais peut-être pas aussi enjoué là-dessus. Je pense que c'est très intéressant un peu ce genre de choses. Et moi, c'est pour ça que j'étais ravi de voir un peu quand vous étiez allé les voir et que vous avez pu un peu amener ces questions-là. Moi, ce que je trouve de très intéressant à noter, c'est que il y a une vraie dissonance cognitive où d'un côté on a, comment dire, il y a un peu cette espèce de compréhension qu'on peut pas avoir un état, bien sûr on peut pas avoir un état qui contrôle tout, que bon ça mène aux dictatures, au fascisme, ce genre de choses, et que au final il y a aussi cette idée qu'il faudrait avoir un système beaucoup plus décentralisé, très bottom up comme on dit, etc. Ce qui est en fait, et c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, ce qui est en fait la définition de l'économie de marché. C'est un système qui est très bottom-up. Mais c'est là où il y a cette dissonance cognitive, où ils vont dire, ah oui, on aime bien le décentralisé, on aime bien le bottom-up, on aime bien les initiatives, etc. etc. Sauf que quand on l'observe dans la vraie vie, quand c'est mis en pratique, ah mais c'est pas bien, c'est le capitalisme, c'est le libéralisme et tout. Donc est-ce que c'est la preuve que au fond d'eux-mêmes ils ont un petit bout de pensée libérale? J'irai pas non plus jusque là. Je pense que c'est la preuve qu'il y a une très forte dissonance cognitive, et que ce que j'aurais envie de leur dire serait justement si vous voulez un système qui est beaucoup plus décentralisé, dans lequel il y a moins de pouvoir de l'État d'en haut, bah effectivement ce sera un système beaucoup plus de marché. Mais ça, j'imagine que il y a une bonne raison pour laquelle tu n'as pas utilisé ce genre de vocabulaire, c'est que ça n'aurait pas plu. Oui, ça n'aurait pas plu parce qu'effectivement il y a une conception fantasmée, caricaturale de ce qu'est le libéralisme. Je pense que c'est une mécompréhension, mais que en soi il y a un état d'esprit que l'on peut utiliser, qui est assez intéressant. Il y a un état d'esprit
finalement très anti-élite, anti-gouvernement. Alors, il y a ce paradoxe, effectivement, qui consiste à dire, oui, fuck le gouvernement, fuck la police, fuck les institutions, mais par contre, on aime bien ces institutions-là lorsqu'elles font ce qu'on leur demande, à savoir exproprier, etc. Oui, c'est vrai, il y a ce paradoxe, effectivement, mais j'aime bien voir le verre à moitié plein, en constatant quand même que ce sont des gens qui ont quand même au fond d'eux cette envie qui, je crois, est partagée avec la plupart des libéraux, d'avoir une société beaucoup plus bottom-up, quitte ensuite à devoir faire de la pédagogie pour expliquer que le bottom-up, c'est pas le communisme, c'est pas l'étatisme. Donc, je préfère que je pense quand même que c'est une situation qui est beaucoup plus favorable et beaucoup plus facile. En fait, je crois que c'est beaucoup plus facile de convertir quelqu'un qui a cet état d'esprit un petit peu bottom-up que d'essayer de voir un mec autoritaire qui ne croit pas du tout en la subsidiarité et lui faire un speech sur les libertés individuelles, quoi. Donc il y a ce paradoxe là, c'est vrai, tu as raison, mais quelque part, voilà, quand je vois des communistes, encore une fois, faire l'apologie du Bitcoin, moi je suis ravi, je veux dire, voilà, ce sont des mecs, effectivement, bon, ils croient se soustraire du capitalisme à tort, mais je crois que c'est là un problème plus de terminologie, de compréhension, de concept, peut-être, oui. De concept aussi, mais que dans la pratique, il y a quand même un petit état d'esprit que l'on peut exploiter, nous libéraux, et je pense qu'on aurait tort de s'en priver. Et dernière question qui va peut-être fâcher un peu, moi, et encore une fois, c'est du point de vue quelqu'un qui suit ça de l'extérieur, qui suit ça de l'étranger, qui n'a pas pu aller vérifier par lui-même. J'aimerais que tu me corriges si j'ai tort, mais j'ai quand même un peu l'impression, quand j'ai vu un peu les différentes images, ça reste un peu quand même de l'entre-soi bobo, pseudo-intellectuel, et que je retrouve un peu des éléments que j'ai pu voir ailleurs, ou enfin quelqu'un comme Lordon par exemple qui se prétend être le défendeur, le chevalier de la cause ouvrière ou des moins bien lotis. Derrière, c'est de l'intellectuel qui pratique la masturbation intellectuelle à longueur de journée sur son vocabulaire ou sur sa formulation alambiquée. Est-ce qu'il n'y a pas cette espèce un peu d'entre-soi d'étudiants, peut-être pas de Sciences Po, mais voilà, d'étudiants de classe moyenne ou de gens qui sont, au final, qui sont pas vraiment à plaindre et qui sont plus venus là pour réinventer le monde, et puis de toute façon ils peuvent se le permettre parce que il y a papa maman qui paye les études derrière, donc s'ils lopent une année ils peuvent faire comme le leader est-ce que c'était le leader des protestes, des manifestations anti-Loël Khomri. Il y a papa maman qui est capable d'aligner le chèque derrière, donc c'est pas vraiment un problème. Moi j'ai un peu cette image là, peut-être qu'on va me taper sur les doigts en me disant que je deviens un vieux conservateur de droite, mais est-ce que c'est une fausse impression, ou est-ce que non, il y a quand même un vrai problème de représentation sociale, où c'est quand même beaucoup de gens qui parlent du prolétariat sans vraiment connaître la réalité du prolétariat. Non, effectivement, il y a ce petit côté-là, c'est vrai. Bon, moi j'y suis allé j'y suis pas tout le temps, mais c'est vrai que le peu de fois où on y est allé, on a pu observer quand même une certaine homogénéité. Voilà, ce sont des gens qui sont très cultivés, qui ont le temps d'être cultivés, qui ont le temps de venir ici discuter, de se poser ce genre de questions, et c'est pas à la portée de tout le monde, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'on est plutôt dans une classe, voilà, c'est une classe d'intello. Donc oui, c'est pas un mouvement de prolo, ça c'est sûr, c'est clair et net. Alors après, moi je me méfie vraiment du holisme en sociologie, donc je vais pas non plus vouloir caractériser le mouvement en général, mais c'est vrai que les gens qu'on a pu observer, en tout cas place de la République à Paris lorsqu'on est venu, en général ce sont des gens, enfin c'est pas des gens qui sont en bas de l'ascension, ce n'est pas des gens qui sont en bas de la société, quoi. C'est pas voilà. Oui, non, mais c'est un point qui est important à noter, parce qu'on n'arrête pas de critiquer les libéraux en disant que ce sont tous des fils de notaires. Bon, faut un peu se regarder dans le miroir avant de faire cette critique. C'est peut-être plus, c'est aussi un peu dans ce sens-là, pas oublier que c'est un peu partout ça quand même, que même dans ces espèces un peu de mouvances de mouvances radicales d'extrême gauche qui se disent être du côté des prolos et tout, sont
pas plus prolo au final que les fils de notaires des jeunes UEP ou je ne sais qui. Oui, de toute façon, c'était un peu là où j'avais un peu ce doute là, et c'est vrai que bon, ça tu confirmes un peu ce que je pensais. Oui, c'est vrai que de toute façon, enfin, pour avoir le temps de s'intéresser à la politique de manière générale, il faut quand même avoir voilà, être quand même une situation économique et sociale plus ou moins confortable. Ça veut pas dire que ce sont tous des fils d'eux et des riches, mais c'est sûr que c'est pas la famille qui galère à se nourrir, à se vêtir, à se loger, qui va avoir le temps de s'intéresser à ces questions-là. Enfin, c'est tout à fait clair. Enfin, ouais. C'était le 25e épisode de Free Lunch. Comme d'habitude, merci à tous pour votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur pas mal de plateformes maintenant, iTunes, sur SoundCloud, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et compagnie. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Tant que c'est rédigé de façon à peu près courtoise, j'essaye de prendre le temps d'y répondre. Et n'oubliez pas que le Fringe Libertarien est un projet bénévole qui ne vous embête pas avec les pubs, puisque grâce à la générosité des différents sponsors comme les grandes banques de Goldman Sachs, eh bien, je peux payer l'hébergement. Donc merci à tous ceux qui aident, qui nous aident à garder la lumière allumée. On remercie Firgan pour sa participation et on vous dit à la prochaine. Salut!